Bienvenue dans cette nouvelle édition du MOOC, la webconférence, 8e webconférence, ça commence bien, sur le risque infectieux. Alors, comme d'habitude, pour les habitués, on va faire les petites vérifications techniques avant le démarrage. Donc, vous avez sur votre droite un petit encadré avec, donc vous allez me donner votre nom et la ville où vous résidez. Donc, je vois déjà des personnes taper. Daniel du 28, Damien de Montpellier, bonsoir. Corinne de Bordeaux, Valérie de Tarbes, bonjour de Bordeaux. Ok, ça a l'air de fonctionner. Alice de Martinique. Donc, voilà, vous nous rejoignez, vous êtes là, présent. Très bien. Hop. Donc, les intervenants ce soir, nous avons avec nous le professeur Alain Cantagrel, qui est chef du service de rhumatologie CHU Purpan de Toulouse. Bonsoir. Avec nous également Gérard Thibault, président de l'association de Landar, qui va animer la webconférence. Et puis moi-même, ingénieur pédagogique et du terrain. Et j'aiderai à faire remonter les questions. Eh bien, je vais laisser la main à Gérard. Bonsoir Gérard. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'animer cette web conférence. Et on est ravis parce qu'on est à 149, pour pas dire 150 inscrits pour cette web conférence. Alors, on vient d'un parcours très riche pour ces conférences, puisqu'on a abordé le microbiote, les biosimilaires, les anti-JAK, très d'actualité, l'alimentation, la sexualité, le méthotrexate, les vaccins. Prochaine webconférence, ce sera l'ostéoporose. On finira l'année avec peur et croyance. Et ce soir, on va y revenir. Mais on va aborder le risque infectieux dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Juste pour information, toutes ces conférences peuvent être regardées en replay. Il suffit d'aller sur le site de Landar. Vous avez le pavé webconférence. Soit vous avez la webconférence à venir, la webconférence en direct, ou donc la webconférence en replay. Donc, vous pouvez faire votre marché et revoir ces conférences. Actualité rapide concernant Landar. Landar sont des gens relativement discrets, mais je voulais dire quand même qu'on est retenu pour le congrès américain qui va bientôt avoir lieu, l'ACR. On est retenu pour 2 communications qu'on développera rapidement dans les actualités. Je voudrais dire également que Landar est intervenu à l'EULAR. L'EULAR, c'est le congrès européen. Et Landar, ça représente également, en fin d'année, au congrès de la Société française de rhumatologie. Donc, c'est 3 événements extrêmement importants. Alors, moi, je suis très attaché à notre calendrier. Donc, ça, c'est le calendrier 2018 et qui traite de l'image de soi. Dans le cadre de la polyarthrite, je pense qu'il y a 2 grandes phases. C'est les polyarthrites jusqu'aux années 2000, c'est-à-dire avant les biothérapies, et les polyarthrites à partir de l'année 2000, c'est-à-dire des polyarthrites traités sous biothérapie. Et donc, on a des populations extrêmement différentes, mais il n'en demeure pas moins que reste un gros problème, c'est l'image de soi, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et on a osé, nous, polyarthritiques, se mettre à nu et engager par soi-même un défi par rapport à cette image qui souvent nous a pollué pendant de longues années notre vie. Donc, vous pouvez commander, je crois que maintenant on est en fin de parcours, gracieusement ce calendrier en vous connectant sur le site de Landar. Notre grande mission concernant Landar, et moi j'en suis ravi, et on en parlait encore cet après-midi puisque j'ai transité dans un petit atelier éducation thérapeutique, mais c'est vraiment notre session sur le MOOC. Donc, notre 4e session sur le MOOC a démarré vendredi 12 octobre, journée mondiale du rhumatisme. C'est une formation qui dure 6 semaines, à raison d'1h30 par semaine. Et sur cette session-là, vous avez des tuteurs qui vous prennent en charge. Pour ceux qui n'ont pas cette disponibilité, il y a également une possibilité d'un MOOC qui est totalement ouvert, non tutoré, et là, vous inscrivez comme vous voulez. Ce MOOC, il a été fait avec des patients, avec des patients experts, avec des professionnels de santé. Et je crois qu'il y a même quelqu'un sur le plateau qui pourrait communiquer au niveau de la qualité
de ce MOOC. Donc, à ne pas négliger. Et j'étais content parce que cet après-midi, il y a 4 personnes qui avaient déjà fait leur MOOC dans le cadre de l'atelier éducation thérapeutique. Bien, ce soir, on va entrer rapidement dans le vif du sujet. Moi, je remercie, Landa remercie le professeur Alain Cantagrel qui va intervenir ce soir. Le professeur Alain Cantagrel, il est chef de service au niveau du service rhumatologie de Purpan, plus précisément de Pierre-Paul Ricky. Il est très impliqué donc, au niveau de l'UNSERM en matière de recherche. Il est intervenant enseignant au niveau de l'université Paul Sabatier. Donc ce soir, il va développer le risque infectieux au cours de la polyarthrite rhumatoïde. C'est quelque chose qui nous touche de très près. Et pour commencer, nous allons aborder l'évolution du risque infectieux sous traitement conventionnel. Donc je laisse la parole et je remercie à nouveau le professeur Cantagrel. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais tout d'abord féliciter Landar pour son dynamisme, féliciter Gérard Thibault et toute l'équipe qui l'accompagne pour tout ce qui est fait dans le cadre de l'information pour cette pathologie qui nous concerne, la polyarthrite rhumatoïde. Je voudrais avant de commencer remercier le personnel de la Société française de rhumatologie. Je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi pour faire cette webconférence, donc je suis à Paris et c'est depuis les locaux de la Société française de rhumatologie que je vous parle. Avant de commencer, je voudrais également faire la pub un petit peu, puisque Gérard l'a fait pour Landar, vous dire, et je l'ai annoncé déjà le 12 octobre, que le livret très connu de tous, qui s'appelait la polyarthrite rhumatoïde en 100 questions, qui avait été initié par l'hôpital Cochin sous l'initiative du professeur Dougados, a été revisité et est disponible dans sa nouvelle version depuis le 12 octobre. Donc, ce livret qui est tout à fait important et intéressant pour toutes les polyarthrites rhumatoïdes, sachez le demander, il sera rapidement disponible et diffusé. Pour l'instant, il est encore dans des bacs, mais il est disponible, donc demandez-le dans les semaines qui viennent. Voilà, bien. Maintenant, je passe au vif du sujet. Ce soir, la question était de parler du risque infectieux, et effectivement, le risque infectieux, c'est un problème qui est au centre de la polyarthrite rhumatoïde, la problématique de la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'on va voir que aussi bien la polyarthrite rhumatoïde que les traitements qu'on va utiliser vont générer une augmentation du risque d'infection. C'est le problème, et la survenue d'une infection va entraver nos possibilités thérapeutiques. Bien souvent, il faudra interrompre momentanément le traitement et ce n'est pas toujours très favorable puisque ça peut favoriser la reprise évolutive. Alors, vous envoyez des chats, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure lorsque ça se présente à bon escient dans la présentation. J'espère que vous trouverez également les réponses dans mon discours. Donc, sur cette première diapositive, je voulais insister d'abord sur le fait que la polyarthrite rhumatoïde en elle-même augmente le risque infectieux. Alors, le risque infectieux, il y a deux types d'infections, je vais dire. Il y a les petites infections, qu'on connaît tous, vous, moi, qu'on ait une polyarthrite rhumatoïde, qu'on n'en ait pas, et puis il y a ce qu'on va appeler les infections sévères. Alors, les infections sévères, il faut les définir. Qu'est-ce qu'on appelle une infection sévère ? Une infection sévère, c'est une infection qui entraîne le décès du patient. C'est une infection qui oblige à hospitaliser le patient. Ça peut être une infection qui laisse des séquelles ou ça peut être une infection qui oblige à utiliser une antibiothérapie intraveineuse en perfusion. Donc voilà un petit peu la définition de ce qu'on appellera infection sévère, parce que celles-là, ces infections sévères, vont être répertoriées d'une façon très précise par la pharmacovigilance. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des notions de fréquence pour les infections non sévères. Les infections non sévères, c'est le petit rhume que vous connaissez, c'est une petite bronchite, c'est une infection urinaire. Tant que c'est pas systémique et généralisé, l'infection est considérée comme bénigne. Et c'est vrai que on n'aura peut-être pas la même attitude
sur le plan thérapeutique entre une infection petite, bénigne, et une infection sévère. Donc, je crois que ce problème de définition est très important par rapport à ce que je vais vous présenter ensuite. Alors, sur cette courbe elle est destinée surtout à vous illustrer à partir d'un registre, si j'en ai bien, suédois, la fréquence des infections au cours de la polyarthrite rhumatoïde, quel que soit le traitement, sauf des traitements biologiques, donc en absence de traitement biologique, par rapport à la population générale, normale, sans pathologie. Et l'on voit de suite que même sans traitement biologique, sans traitement immunosuppresseur puissant, il existe une augmentation du risque d'infection chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. On considère que dès le départ, il y a un risque qui est multiplié par 3. On voit que dans le temps, ce risque reste similaire, à peu près 3 fois plus que la population générale. Et ça vient dès le départ du système immunitaire sur lequel se développe la polyarthrite rhumatoïde. J'explique toujours aux patients que la polyarthrite rhumatoïde a un système immunitaire qui fonctionne trop et qui fonctionne mal. C'est-à-dire qu'il ne couvre pas obligatoirement toutes les défenses qu'on attend de lui, et en plus, on va lui mettre un traitement qui va freiner les défenses immunitaires, ce qui va en plus accroître le risque infectieux. Alors, tout le problème va se situer là, et on estime que le risque est donc de 6,1%, 3 fois plus que dans la population générale, mais quelle que soit la ligne de thérapeutique. C'est-à-dire que lorsqu'on va succéder les différents traitements, que ce soit le méthotrexate, un autre immunosuppresseur, la RAVA par exemple, ou un immunosuppresseur, on va avoir un sur-risque qui va rester stable. Et on dit classiquement que le risque d'infection sévère est maximal en début de traitement. On va le voir au niveau des biothérapies. Le risque d'infection sévère est stable au cours des 10 dernières années, avec donc un chiffre qui est toujours multiplié par 3 par la population générale, 3 fois supérieur par la population générale. Donc voici une notion générale qu'il faut bien assimiler. Les polyarthrites rhumatoïdes ont un risque infectieux. Gérard. Oui, alors, je m'excuse de vous interrompre. Et on a vu la polyarthrite, mais est-ce que les traitements ont une influence dans le cadre de ce risque infectieux? Oui. Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie au niveau des traitements? On va le voir. Voilà déjà une première diapositive qui vous illustre la position de différents traitements les uns par rapport aux autres. Alors, ça s'appelle le risque relatif, l'odd ratio. Comment ça se lit? Ça se lit par rapport à une population de référence. Et lorsqu'on est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a une augmentation du risque. Alors, cette augmentation du risque est très variable suivant les pays et suivant les cohortes étudiées. Le cas présent, on voit que les biothérapies, et on va le voir régulièrement, ont une augmentation du risque infectieux d'environ 20% par rapport à d'autres traitements comme le méthotrexate, l'hydroxychloroquine, le léfunomide, qui n'a pas d'augmentation très significative. Donc, on peut d'entrée faire une hiérarchie entre les médicaments, ce qu'on appelle les conventionnels synthétiques, c'est-à-dire méthotrexate, plaquenil, arava, salazopyrine, qui sont à peu près au même niveau, les biothérapies qui augmentent indiscutablement le risque infectieux, mais d'une façon modeste, et puis ici un médicament qu'il faut connaître parce qu'il a indiscutablement le risque infectieux le plus important, et ce médicament s'appelle la cortisone. Bien sûr, c'est une cortisone qui est prise de façon prolongée. Et vous voyez ici les posologies inférieures à 5 mg où on a une augmentation du risque qui est à peu près équivalent à celle des biothérapies. Mais lorsque vous avez des posologies plus élevées de la cortisone, vous augmentez encore ce risque et vous voyez que pour des corticothérapies prolongées supérieures à 10 mg, on a un risque qui est encore 3 fois plus important que pour la polyarthrite rhumatoïde qui est sous méthotrexate. Donc, il faut être bien conscient que dans l'ensemble des médicaments que l'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde, les biothérapies
ont un risque un peu plus élevé que le méthotrexate, et la cortisone est le médicament qui a le risque le plus élevé. C'est très important à bien comprendre parce qu'un des objectifs que l'on aura lorsqu'on engage une biothérapie, c'est certainement de diminuer, voire d'arrêter la cortisone. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il va y avoir un cumul du risque entre une biothérapie, le méthotrexate et la cortisone. Alors, tous les registres vont donner des surrisques liés aux biothérapies et il y a des registres qui nous permettent de comparer les biothérapies entre elles. Et ça, c'est quand même intéressant. Ici, vous avez par exemple le registre anglais qui analyse la fréquence des infections sévères et on l'utilise comme unité de compte pour 100 patients année. 100 patients année, ça veut dire 100 patients observés pendant 1 an. Et avec l'Umbrel, par exemple, l'étanercept, on a une fréquence des infections sévères qui est à 5,1 pour 100 patients année. Avec le Remicade, on est à 6,3 pour 100 patients année. Avec l'adalimumab, avec le Mira, on est à 5 pour 100 patients année. Donc vous voyez que ces chiffres sont très proches et le surrisque qui va être attribué aux anti-TNF-alpha va être relativement similaire, peut-être un tout petit peu plus élevé avec l'infliximab, mais il faut faire très attention parce qu'on est sur des registres et que les patients qui vont être traités ne sont pas traités au hasard et que parfois il y a des patients plus sévères que d'autres dans le choix de la biothérapie. Vous voyez ici le registre finlandais qui vous montre également que les 3 anti-TNF ont un risque d'infection sévère très proche, 2,4, 3,1, 2,9, et un peu moins élevé que le rituximab qui est à 5,2 pour 100 patients année. Alors, pour vous expliquer un petit peu les biais de ces registres, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que le rituximab avait moins de risques infectieux que les anti-TNF, et donc on mettait les patients les plus à risque sous rituximab plutôt que sous anti-TNF. Et ceci génère, bien sûr, des biais dans l'analyse. Donc, toutes les biothérapies augmentent le risque infectieux. Alors, j'ai d'autres diapositives sur ce sujet. On considère classiquement que le tocilizumab, Actemra, a le même risque que les anti-TNF, et vous voyez à peu près le même risque que le rituximab. Ça, c'est les registres français, c'est ce qu'on observe en France. Et l'abatacept a peut-être une fréquence d'infection sévère un petit peu plus basse que pour les autres biothérapies. Oui, Gérard, on peut faire un petit point là-dessus? Oui. Bon, il y a une chose qui m'interpelle en tant que malade, parce que c'est vrai que la cortisone, a priori, fragilise au niveau du risque infectieux. Et ceci dit, si on fait par exemple une infection pulmonaire, je crois qu'on nous met sous cortisone. Non. Oui. Là, vous abordez... Non, c'est très important ce que vous dites. C'est vrai que devant une infection respiratoire, souvent le pneumologue va associer en même temps la cortisone et les antibiotiques. Alors, c'est très important dans cette situation très particulière, et en particulier lorsqu'à l'auscultation pulmonaire, on a un bronchospasme. Et c'est important de permettre au patient de mieux respirer. Donc, ça, c'est le but de la cortisone, de libérer un petit peu l'arbre bronchique, mais c'est indispensable d'avoir les antibiotiques en même temps qui vont empêcher la prolifération des germes. Si on donnait que de la cortisone sur une infection respiratoire, on l'aggraverait. Je me fais bien comprendre. Mais c'est logique pour un pneumologue de donner en même temps cortisone et antibiotiques. Et la cortisone, il va la donner sur un temps court et il va l'arrêter dès que le patient respire mieux. Voilà. Et si jamais on la maintient, eh bien, on continue à augmenter le risque infectieux, le risque de rechute de la pathologie respiratoire ou autre. Voilà. Et après, peut-être une question, parce qu'en tant que patient, je crois que c'est difficile de hiérarchiser en fait le risque infectieux. Parce que vous parlez des fois d'un petit risque, d'un risque sévère, mais en tant que patient, quand on dit toute une vie avec une polyarthrite et de temps en temps avec des alertes, on a toujours un peu de mal à positionner la sévérité du danger. Encore une fois, on parle du risque.
Le risque, ce n'est pas l'infection, c'est le risque d'avoir une infection. D'accord? Et ensuite, il y a la sévérité de l'infection. Donc, le risque, finalement, on n'y peut pas grand-chose. Enfin, si on va voir qu'il y a des moyens de le réduire. Hein. Il y a la vaccination, bien sûr. Le fait de supprimer les facteurs de risque. Et le facteur de risque, les infections les plus fréquentes sont les infections respiratoires. Et ce qui augmente singulièrement le risque d'infection respiratoire, c'est le tabac. Et le tabac, on peut agir dessus, on peut le supprimer. C'est évident que lorsqu'on a une dilatation de bronche qui peut être consécutive à la polyarthrite rhumatoïde, mais qui peut être bien antérieure et qui a fait le lit de la polyarthrite rhumatoïde, on peut difficilement revenir en arrière et la dilatation de bronche favorise l'infection. Mais ça, c'est le risque. Et qui dit risque ne dit pas obligatoirement infection. Après, il y a la sévérité de l'infection. Et les petits rhumes, par exemple, n'ont classiquement pas grande conséquence, sauf si le rhume va générer une inflammation des sinus qui va se surinfecter par un germe. Et il faudra faire la différence entre les virus et les bactéries. Bon, je continue ici avec l'analyse des différents anti-TNF, la comparaison, et globalement, on retiendra que les anti-TNF augmentent le risque infectieux d'une façon assez similaire les uns comparés aux autres. Voici le taux d'incidence qu'on reconnaît aux différents biothérapies, l'étanercept, l'infliximab, l'adalimumab, le certolizumab, l'anakinra, c'est-à-dire l'inhibiteur de l'interleukin 1, l'abatacept, le tocilizumab, et vous voyez que globalement, ce sur-risque pour évaluer en 100 patients année est relativement similaire. Donc, on va clore ce sujet, la comparaison des biothérapies entre elles. Les infections elles-mêmes, maintenant. Ici, vous pouvez voir le type d'infection grave qu'on rencontre le plus souvent au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez quoi? Bien que c'est dominé en termes de fréquence par les infections respiratoires. Le gros problème est au poumon. Et c'est vrai que c'est l'organe qui s'infecte le plus. Après, vous avez les infections cutanées, que ce soit les érésipèles ou bien les bursites qui s'infectent, l'abcès de la peau, cutanée, etc. Donc, la peau, les infections génito-urinaires, avec en particulier la pyélonéphrite dont on a toujours peur, les infections articulaires elles-mêmes, parce qu'une articulation détruite est un point d'appel aux infections, et les prothèses aussi peuvent s'infecter, les infections gastro-intestinales, et puis les infections graves que sont les septicémies, parce qu'elles sont graves parce qu'elles peuvent projeter l'infection à distance, comme par exemple sur une prothèse. Donc voilà les différents types d'infections, mais retenez surtout que celles sur lesquelles on va pouvoir agir, c'est les infections respiratoires. Après, c'est beaucoup plus difficile. La peau, bien sûr. Si vous vous blessez, on émet toujours les recommandations d'avoir une hygiène cutanée immédiate, de désinfecter à la bétadine, de protéger une plaie, d'éviter un ulcère sur une insuffisance veineuse qui pourrait suppurer et générer une infection plus sévère. Donc ça, c'est la topographie des principales infections observées au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, concernant les infections, j'avais une question. Concernant les infections d'ordre bactérie, je sais que vous êtes un collab. Est-ce que vous avez une liste de facteurs qu'on pourrait éviter, donc pour éviter d'attraper ces infections? Je crois que malheureusement non. Vous avez rien pour vous éviter. Vous n'allez pas vous promener dans une bulle qui vous protège des bactéries. Les bactéries, elles sont toutes autour de nous. Et on peut bien sûr, si jamais votre voisine a une pneumopathie, tousse et crache, éviter d'aller lui faire causette à ce moment-là. Mais il n'y a pas d'autres éléments de protection vis-à-vis des bactéries. Après, ce par quoi on va se protéger, c'est la vaccination. Vous avez traité les vaccinations en septembre, j'ai vu. Donc, vous êtes au courant et au fait de la vaccination. Et on en reparlera parce qu'il y a au moins
deux vaccinations, au moins une qui me paraît essentielle, c'est la vaccination contre le pneumocoque. Pourquoi contre le pneumocoque? Parce que l'on sait que plus de la moitié des infections respiratoires sont liées au pneumocoque. Et que lorsque vous vaccinez contre le pneumocoque, vous diminuez de manière conséquente la fréquence de ces infections à pneumocoque et la sévérité des infections à pneumocoque. La vaccination n'est pas une garantie de ne pas avoir d'infection, c'est une diminution du risque. Donc vous comprenez qu'on est toujours sur une balance du risque. On l'augmente avec la polyarthrite, on l'augmente avec les traitements, on les diminue avec l'hygiène respiratoire, on les diminue avec la vaccination. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour la prévention. Voilà les facteurs de risque. Et vous allez voir que vous n'y pouvez pas grand-chose. L'âge. Vous ne pouvez pas aller contre l'âge. Et on sait que les sujets âgés sont beaucoup plus susceptibles aux infections que les sujets jeunes. Le HAQ élevé. Qu'est-ce que c'est que le HAQ? Le HAQ, c'est un outil qui nous sert à mesurer la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde, la sévérité du handicap. Eh bien, la polyarthrite rhumatoïde sévère a plus de risques de s'infecter que la polyarthrite rhumatoïde bénigne. Et là, c'est difficile à interpréter, mais il est fort probable aussi que la polyarthrite rhumatoïde sévère a reçu plus de cortisone, plus de traitement que la polyarthrite bénigne. Le troisième facteur que l'on connaît, c'est la cortisone. Et là, on n'insistera jamais assez sur les tentatives indispensables de réduire la cortisone, voire de l'arrêter si c'est possible. Et ce n'est pas toujours possible, on le sait. Les antécédents d'infection sévère, un patient qui a déjà fait une infection sévère a plus de risques de faire à nouveau une infection sévère. Les comorbidités, ce qu'on appelle les comorbidités, c'est les pathologies associées, et en particulier ce qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, on peut appeler ça vulgairement la bronchite chronique consécutive au tabac, mais il y a également les dilatations de bronches, qu'elles soient consécutives à une coqueluche de l'enfance, qu'elles soient liées à la polyarthrite rhumatoïde elle-même. Le nombre d'échecs au traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde, ce qui est logique, ce sont les patients qui ont les formes les plus sévères, qui nous posent le plus de problèmes thérapeutiques et donc avec lesquels nous aurons le plus d'échecs au traitement. Et enfin, le temps d'exposition aux biothérapies. Voilà. Plus longtemps on va avoir une biothérapie, plus le risque importe. Donc vous voyez, ça c'est la somme, les 7 paramètres, les 7 facteurs de risque qu'on connaît. Donc Gérard, quand tout à l'heure vous me demandiez est-ce qu'on peut prévenir, sur quels paramètres vous pouvez agir? L'âge, certainement pas. La sévérité, c'est malgré vous. Les antécédents d'infection sévère, vous n'y pouvez rien. Les comorbidités, elles sont ce qu'elles sont. Le nombre d'échecs et de traitements de fond, vous n'y pouvez rien non plus. Le temps d'exposition aux biothérapies, on ne le fait pas par plaisir. Donc, les deux éléments, c'est les affections pulmonaires avec le tabac et la cortisone qu'on peut essayer de réduire. C'est à peu près tout. Bien. Le risque d'infection. Au cours des biothérapies, juste cette diapositive avait simplement pour objectif de vous montrer que le risque d'infection n'augmente pas avec le temps. C'est ça qui est important. Ça, c'est au cours de la première année, de la deuxième année, de la troisième année. Et vous voyez que avec un anti-TNF, la première année, il est de l'ordre de 4,8, la deuxième année, il est à 3,2, la troisième année, il est à 2,2. Donc, les patients les plus susceptibles aux infections sont identifiés en général très précocement et deviennent le plus souvent des contre-indications à la reprise du traitement anti-TNF. Ce qui fait qu'on a une sélection de patients qui sont moins exposés aux surrisques infectieux avec le temps. D'accord? Bon, cette diapositive… Oui. Moi, juste un petit mot. C'est vrai qu'on est, je trouve qu'on est nombreux, mais vous l'avez bien signalé, souligné, que de par la maladie, de par la cortisone pour les plus anciens, de par les biothérapies, le risque quand même au niveau pulmonaire est le plus frappant. Oui. C'est lui qui est en tête du hit-parade. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des infections respiratoires qui nous concernent vraiment en tant que malade? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les bronchopneumopathies, elles sont le plus souvent liées à un germe qu'on appelle le pneumocoque.
Et déjà, de se protéger contre le pneumocoque permet de réduire le risque. On réduit le risque. Encore une fois, on ne parle que de risque. On ne le supprime pas. Ça, c'est le pneumocoque qui est le premier. Deuxièmement, le tabac fait le lit de la bronchite chronique et favorise les infections. Troisièmement, la grippe. La grippe en elle-même n'est pas influencée par les thérapies ou les traitements. Mais la grippe fait le lit des infections à pneumocoque. Et la complication de la grippe, c'est la surinfection par le pneumocoque. Donc, on en revient toujours à un germe qui est le germe prépondérant de ces infections respiratoires, qui est le pneumocoque. D'où l'importance que l'on a mis ces dernières années à réduire ce risque par la vaccination. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur les infections bactériennes. Cette diapositive, on va la passer parce qu'elle reprend exactement ce que je vous disais tout à l'heure, le surrisque lié à la cortisone qui est prépondérant. Il y a d'autres messages que je voudrais. Et ça, c'est l'accumulation des risques. Ici, c'est le risque d'infection. Les gens ont une corticothérapie basse ou absente, une corticothérapie à dose intermédiaire ou forte, en fonction qu'ils ont un traitement de fond qui n'est pas un biologique ou un anti-TNF, et on leur rajoute 1, 2 ou 3 facteurs de risque supplémentaires, tels que l'âge, tels que la comorbidité respiratoire, etc. Et vous voyez qu'on arrive parfois chez des individus, chez des patients, qui ont une corticothérapie élevée, un anti-TNF, 3 facteurs de risque supplémentaires, un facteur de risque qui est colossal, qui est de l'ordre de 45%, où on sait qu'il a une chance sur 2 au cours d'une année de développer une infection sévère. Donc ça, c'est quelque chose qui rentre en compte dans la réflexion du médecin pour le choix des médicaments. Et il y a des médicaments qui exposeront un peu moins, mais qui seront moins efficaces. Si on utilise le plaquenil, on expose moins au risque infectieux, mais on est moins efficace sur la polyarthrite. Et on va toujours être dans cette balance, risque infectieux, bénéfice dans la protection de l'articulation. Bien, je continue. Voilà, on peut l'évaluer comme ça. Il y a un site qui a été développé à partir de la société allemande de rhumatologie, où on peut calculer le risque du patient. Et vous voyez, par exemple, là, on va calculer un risque d'infection sévère chez un patient qui est jeune, qui a 50 ans, on va dire, qui a moins de 60 ans, qui a un score de sévérité qui est à 0,5, on a calculé, qui n'a jamais eu d'infection sévère, qui n'a pas d'infection respiratoire, qui n'a pas d'infection rénale, qui a eu moins de 5 traitements de fond, et qui reçoit une corticothérapie inférieure à 7,5, et chez qui on met un anti-TNF. Bien, ce patient, qui a quand même un profil très favorable, a un risque d'infection sévère de 1,2%. À côté de ça, vous avez le patient qui est âgé, qui a un score de sévérité relativement élevé à 2, qui a déjà eu une infection sévère, qui a une infection respiratoire de type BPCO, ou dilatation de bronche, qui a une insuffisance rénale, qui a une corticothérapie élevée, et à qui on prescrit un anti-TNF. Eh bien, chez ce patient, le surrisque infectieux est de 70%. Vous comprenez que ça nous amène à réfléchir, ça. Est-ce que réellement on va lui mettre un anti-TNF alors qu'il y a un risque d'infection sévère qui est majeur? Voilà un petit peu une manière d'évaluer le surrisque infectieux à bactéries chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Alors, la cortisone. La cortisone, rappelez-vous que c'est un très grand médicament. On ne peut pas se passer de la cortisone pour gérer une polyarthrite rhumatoïde. Mais on l'utilise à bon escient, sur des temps courts. On l'utilise souvent au moment où on change un traitement de fond et parfois, d'une manière courte, sur une coupure. Les recommandations aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de traitement prolongé au-delà de 6 mois. D'accord ? 6 mois, c'est la durée maximum de corticothérapie qu'on voudrait pouvoir utiliser chez les polyarthrites rhumatoïdes. Alors, il y en a certaines qui écoutent et qui disent, voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis sous cortisone. Oui, ça fait 10 ans que vous êtes sous cortisone et la cortisone vous a aidé. Vous a aidé parce qu'elle a protégé vos articulations. Mais la contrepartie est aussi le risque infectieux. Et on essaye aujourd'hui de réduire
ce risque infectieux, également par les biothérapies, parce que les biothérapies augmentent le surrisque, mais moins que la cortisone. Bien, on va passer sur les méta-analyses, tout ça, on va passer. Alors, comment prévenir le risque infectieux? Le risque infectieux, tout d'abord, c'est le dépistage. Le médecin, avant de prescrire un immunosuppresseur, va examiner le patient et il va rechercher des signes d'une maladie active, une infection sévère. Le problème de la tuberculose, je n'en ai pas encore parlé à ce jour, pour l'instant, mais il faut savoir qu'il y a des infections qu'on dit latentes, c'est-à-dire qui sont cachées et qui peuvent être révélées par le traitement. Et la tuberculose en fait partie. Donc, on a de façon systématique un dépistage des tuberculoses latentes. Et à peu près tout. Comment est-ce qu'on les dépiste, ces tuberculoses latentes? En faisant une radio pulmonaire, en auscultant le patient, bien sûr, et en faisant une intradermoréaction qu'on ne fait plus, parce qu'il n'y a plus de tuberculine. Et aujourd'hui, on utilise des tests biologiques qui s'appellent le quantiféron et qui servent à dépister les tuberculoses latentes. Ensuite, on regarde les maladies virales. L'hépatite C n'est pas influencée par les médicaments, mais par contre, l'hépatite B peut être influencée. Donc, on fait en général une sérologie hépatite B et hépatite C avant de commencer un traitement immunosuppresseur. Le VIH uniquement chez les gens à risque. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on fait aujourd'hui et l'examen clinique est un temps important. Bien. Réduction de risque d'infection, on agit sur le tabac, l'éducation thérapeutique. Vous savez que le petit robot e-boot qu'on a développé au niveau de la Société française de rhumatologie vous accompagne et permet justement de dépister par des choses simples telles que la fièvre, s'il y a un risque d'infection, et puis les vaccinations. Voilà. Le reste, on passe. Les vaccins, vous en avez entendu parler. On ne fait pas de vaccins vivants chez les patients qui sont traités par immunosuppresseurs. La liste des vaccins vivants, c'est BCG, fièvre jaune, rougeole, rubéole, rubéole, polio par voie buccale et varicelle. Ceux-là sont contre-indiqués si vous avez déjà un traitement de la polyarthrite. Tout le reste peut être fait. D'accord? Voilà. Donc, on insistera sur, bien sûr, les vaccinations que tout le monde doit avoir, avec une fréquence de tous les 10 ans ou 20 ans, la grippe saisonnière et la répétition de cette vaccination accentue chaque année la protection. Le pneumocoque tous les 5 ans en moyenne, l'hépatite B chez les gens à risque, pas de façon systématique. Et aujourd'hui, se discute la vaccination contre l'asthme. On attend en fait un vaccin prochainement qui pourra se faire chez les patients traités par immunosuppresseur. Aujourd'hui, le seul vaccin disponible est contre-indiqué en cas de traitement par méthotrexate ou cortisone ou biothérapie. Voilà les principales vaccinations. Un petit mot peut-être dans le cadre d'une chirurgie qui peut se présenter. Oui. Et par contre, si on veut laisser un peu de temps questions-réponses, voilà, si vous pouvez filer assez vite, s'il vous plaît. Le dernier focus que j'avais envisagé, c'était le surrisque lié aux infections. Donc, vous savez que pour les infections, notre recommandation est de garder la cortisone le plus bas possible, mais pas de l'arrêter, parce que il y a un danger à arrêter la cortisone avant une chirurgie. Deuxièmement, on garde le méthotrexate, parce que tous les travaux ont montré qu'il n'y avait pas de surrisque à garder le méthotrexate. Les biothérapies, par contre, augmentent un surrisque infectieux en cas d'opération. D'accord? Mais par contre, il est très difficile de montrer que d'arrêter la biothérapie permet de façon significative de réduire ce risque infectieux. Donc aujourd'hui, je vais aller directement à la diapositive importante. C'est celle-là, c'est les recommandations du CRI. C'est que la décision d'arrêter et la durée de l'interruption est fonction du terrain et du risque infectieux, de la sévérité de l'affection rhumatologique et du type de chirurgie programmée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on arrête l'anti-TNF, par exemple, et que le patient fait une poussée évolutive, qu'est-ce qu'on fait? Toujours. Qu'est-ce que va faire le chirurgien? Qu'est-ce que va faire l'anesthésiste? Qu'est-ce que va faire le rhumatologue? Il va augmenter la cortisone. Et qu'est-ce qui se passe quand on augmente la cortisone? On augmente le risque infectieux. Donc, il y a là une réflexion à avoir entre l'état du patient, est-il bien contrôlé ou non? Quel est le type de chirurgie? Est-ce que c'est une chirurgie propre comme la cataracte où il n'y a pas de risque? Est-ce que c'est une chirurgie
à risque tels que la sigmoïdite ou, par exemple, une intervention sur l'avant-pied? Est-ce que c'est une chirurgie à risque modéré, comme la mise en place d'une prothèse de genou ou de hanche? Tout ceci sera discuté pour savoir la durée de l'arrêt et s'il faut faire un arrêt de la biothérapie. Ceci n'est plus systématique, c'est discuté avant. Voilà les principaux messages. Alors, les questions. Je ne sais pas s'il y en a sur le chat, j'en vois pas moi. Alors, si, il y a quelques questions. Donc, une question d'Alice qui dit « Afin de limiter le risque infectieux, le rhumatologue est contre la cure thermale. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, je crois que d'abord, il faut jamais être contre. La cure thermale, on estime que dans la cure thermale, il y a une exposition aux infections qui est un petit peu plus importante. Il est évident que tous les patients qui sont dans une cure thermale ne sont pas des gens qui sont sous immunosuppresseurs. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un contrôle très important de la qualité des eaux et de la propreté des eaux. Donc, je crois que ce risque, il est minime. Il est minime. Par contre, je rappelle également que la cure thermale est parfaitement réalisable tant qu'on n'est pas en poussée évolutive de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, y a-t-il un surrisque? Je ne peux pas dire non, mais il est minime. Voilà. Les cures thermales sont surveillées. Élodie, j'ai une question là, deux questions que j'avais rassemblées en une seule, concernant notamment la vaccination. Doit-on arrêter le traitement de fond style métaux au moment de la vaccination dans le cadre de la grippe? Et qu'en est-il de la prise en charge du vaccin anti-grippe lorsqu'on est en ALD 100%? Alors, j'ai la notion que le vaccin anti-grippe au moins est gratuit à partir d'un certain âge. Après, chez les gens jeunes, je vais vous avouer que je ne sais pas répondre à la question de la prise en charge. Deuxièmement, l'an dernier, au Congrès américain, un travail nous a été présenté montrant que la suspension du traitement par méthotrexate sur une prise, voire deux prises, augmente l'efficacité de la vaccination sans mettre en péril l'équilibre de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, certains aujourd'hui proposent l'arrêt temporaire, très temporaire du méthotrexate au moment de la vaccination. Voilà. Une autre question rapidement, j'ai les bénévoles de l'ANDA qui seraient favorables à ce que je me fasse faire des tatouages. Est-ce qu'il y a un risque pour moi? Alors, c'est pareil, il y a quelques années, j'étais totalement opposé aux tatouages. Aujourd'hui, les tatouages, lorsqu'ils sont faits dans des endroits très encadrés, sont propres. Néanmoins, je dirais que le tatouage est un acte j'allais dire de luxe, de loisir, n'est pas quelque chose d'indispensable à la vie. Et chaque fois qu'il va y avoir effraction de la barrière cutanée, quelles que soient les précautions qu'on prend, on augmente son risque. Donc oui, si on peut se dispenser du tatouage, personnellement je préfère, mais si vraiment c'est indispensable au bon équilibre psychologique, on peut le faire dans un endroit propre et bien contrôlé. Élodie, une dernière question? Oui, moi j'ai pas mal de questions concernant la vaccination, puisqu'on est quand même assujetti au zona ou à l'herpès. Ça fait partie intégrante de la maladie ou des traitements? Oui, bien sûr. Là aussi, il y a une petite augmentation du risque de zona, mais aujourd'hui, malheureusement, le seul vaccin dont on dispose est contre-indiqué tant qu'on a un traitement immunosuppresseur. Donc, on fonde beaucoup d'espoir sur le vaccin qui va arriver contre le zona. D'autre part, le zona aujourd'hui, le vaccin contre le zona est cher, il n'est pas remboursé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de, on ne peut pas prévenir le zona. Ok. Élodie, non? On va peut-être clore la webconférence. Peut-être juste une dernière, si vous avez le temps, professeur. C'est vrai qu'on est nombreux patients à se plaindre de faire de nombreuses bronchies. On revient quand même sur des problèmes un petit peu respiratoires, et sans pour cela qu'on décèle quoi que ce soit au niveau des poumons.
Et effectivement, c'est un internaute là, qui pose la question. Je fais des bronchites à répétition et pourtant. Oui, alors, il y a obligatoirement quelque chose. C'est qu'on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout des choses. Quelle est la cause de la bronchite? Est-ce qu'elle est d'origine respiratoire ou elle peut être d'origine digestive? Le reflux gastro-œsophagien va entraîner des irritations pulmonaires et des signes de type bronchite. Mais il est évident que c'est le problème de la polyarthrite rhumatoïde, cette bronchite, hein, que ça peut passer par une kiné respiratoire pour nous aider à drainer le poumon, éviter la stase, hein, et encore une fois, l'hygiène, le tabac, je n'ai pas autre chose à proposer. Bien. Voilà. J'avais prévu. J'espère que j'ai peut-être été un peu trop long au détriment des questions, j'en suis désolé. Moi, je suis obligé Non, on a fait le tour. On a fait le tour des questions. Bon, parfait. Voilà, je vais vous abandonner parce que je rentre à Toulouse maintenant. Voilà. Merci. Merci pour votre intervention. Je vous laisse conclure. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir, professeur. Eh bien, merci en tout cas pour votre attention. Ah, on va aller un petit peu plus vite. Voilà, je vous présente donc la prochaine webconférence qui aura lieu le mercredi 14 novembre de 18h30 à 19h15 sur l'ostéoporose par le professeur Thierry Thomas. Donc, notez-le bien dans vos tablettes. Et donc, dernier mot avant la fin. Au nom de l'ANDAR, du professeur Cantagrel et de toute l'équipe d'Edutera, eh bien, on vous remercie tout d'abord d'avoir participé à cette webconférence et on vous dit à très très bientôt pour la prochaine, le mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Gérard. Au revoir. Au revoir.